20% de ça. Yeah. C'est 800 000 cash. Yeah. Où on te donne un chèque comme ça, 800 000 cash. Yeah. Va faire ce que tu veux. Attends. Bonjour, merci d'être sur notre chaîne YouTube, c'est Nafi. Aujourd'hui, je reçois Marie, agente immobilière, ici à Atlanta. Et Marie, tu veux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Mon nom c'est Marie Hancock. Hancock, c'est pas un nom africain, bien sûr, parce que je suis mariée à un Américain de souche. Ça fait 19 ans ou 20 ans déjà que je suis aux États-Unis. Wow! Oh my goodness! Ouais, ça passe très vite, ça passe très vite. J'ai été dans la comptabilité pendant 14 ans, comptabilité d'entreprise, aussi le côté légal, legal, ouais, défense, des biens d'entreprise et tout ça, pendant aussi 5 ans. Wow. Et ensuite, il y a de cela juste 7 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Voilà, à plein temps. Avant cela, je le faisais à mi-temps en tant que comptable et aussi en rénovation immobilière, comme on le dit couramment, fix and flip, rehabs, tout ça. Et j'ai trouvé une passion, mais on recherchait, mon mari et moi, un agent qui aurait à cœur nos intérêts. Votre intérêt. Et qui aussi a ce background d'investissement. Et dans le temps, c'était vraiment difficile à trouver. Alors il a dit, mais why don't you get your license? Et voilà, boum boum. Donc tu as trouvé ton voilà. Truc. Mais tu es originaire de quel pays? Du Togo. Oh, vous êtes togolaise. Oui, je suis née au Togo. À l'âge d'1 an, les parents ont déménagé au Bénin. Après le Bénin, c'était le Gabon. Après le Gabon, Cameroun, Congo, et puis 10 années en France. Et ensuite, moi-même, j'ai immigré de moi-même aux États-Unis. Non, actually, en Côte d'Ivoire. Oh, donc vous êtes allé à Côte d'Ivoire. 3 ans en Côte d'Ivoire. Et après la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis. Voilà. Donc vous êtes une Africaine, vous avez fait beaucoup vraiment de pays très africaine. Très africaine. Ah, wow. Ouais. Et vous parlez combien de langues? Oh là là. Dans tous ces voyages? Bon, les langues majeures, on va dire l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien. Wow. Et bon, les langues de chez nous, hein. Ewe, Mina, un peu de Lingala. Wow. Mais ça, c'est un plus quand tu es agent immobilier. Bien sûr. Tu peux avoir des clients qui parlent italien, des clients qui parlent espagnol et tout ça. Absolument. C'est amazing. Pour la petite histoire, j'ai eu la semaine dernière, il y a 9 jours de cela, que j'avais mis une propriété sur le marché. Et ce sont des Mexicains qui parlent entièrement espagnol. Wow. Et donc, vous imaginez, il faut faire la présentation, expliquer en espagnol. Et la propriété est sous contrat maintenant. Aussi avec des gens qui sont du Honduras et de Colombie. Parce que ça donne en fait la confiance. Si vous parlez la même langue et tout ça, ils se sentent plus à l'aise. Et ça les met. C'est important pour eux, surtout s'ils ne parlent pas du tout anglais. Si. Wow. Mais qu'est-ce que tu as poussé à aller en Côte d'Ivoire? Ben, vous savez, premier gaou. On dit premier gaou n'est pas gaou. Alors, t'es toute jeune et puis l'Europe, ça dèche. On nous prend au sérieux, mais on nous prend pas au sérieux. Alors, tu te dis, attends, je vais retourner en Afrique. Mon continent, it's gonna be great. Le premier gaou n'est pas gaou. On va danser sur la rue Princesse. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays tellement émergent maintenant. Il y a tellement d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Ça bouge, hein, ma chère, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Si je suis un entrepreneur d'esprit aujourd'hui, c'est à cause de ce pays-là. Franchement, parce que quand je suis arrivée, il y avait des jeunes un peu au bord de la rue, on a besoin d'argent. Et la grande sœur, il n'y a pas $1 là, il n'y a pas quelque chose, hein, tu vas pas me donner à boire un peu. Donc, je réfléchissais, mais comment est-ce qu'il faut aider ces jeunes-là? Et en même temps, faire ce que je suis venue faire, qui était l'école. J'allais à Pigier et j'étais en gestion d'entreprise. Alors, j'avais des amis qui étaient à Orange, qui allaient faire des achats de téléphones de grande masse à Dubaï et dans les pays en Corée. Donc, quand ils partaient, je dis, bon, écoute, j'ai un peu d'argent, emmène-moi 5 cellulaires
voir comment on commence, quoi. Alors, dans ça, j'ai vendu des cellulaires sur le campus. Après, on me demandait d'autres choses. Les filles qui aimaient se faire belles, qui me demandaient des lingeries. Alors, je descends à Sigamé, à Lomé, j'achète des habits, des petits trucs cool là. Et puis, je reviens vendre au campus. Before I knew it, ma chère, c'était 700 000, 500 000, 150, 250 000. Oh, j'ai dit, mais merde. C'est vrai, hein? Le commerce, allons-y. Et tu faisais des études de quoi? Pardon? Tu faisais des études de quoi? Oh, quoi, là, j'étais en finance et comptabilité. En finance et comptabilité. J'avais commencé en gestion d'entreprise, mais j'ai trouvé ça trop général. Donc, je suis rentrée, j'ai changé de filière pour la finance et compta. Wow, et là, tu es en commerce pleinement, quoi. Plein commerce à tout le temps. Oh my God, that was fun. Donc, si tu devais retourner en Afrique, tu allais retourner au Cap? Je vais retourner en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Ghana. Oh, wow. Désolé les autres. Des super people. Super, franchement. Des gens vraiment sans stress. Sans stress, sans façon. Quand je te dis que vraiment je vais y retourner pour cette raison aussi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait un accident très sérieux. Là, ma chère, cognée, je traversais la rue, j'étais au milieu et il y a une voiture qui venait du sens inverse, côté gauche, qui m'a cogné, mais en essayant d'éviter ça. L'autre essayait de m'éviter aussi de l'autre côté, qui m'a cogné. Donc, je te dis que je ne pensais plus marcher. Mais quand je te dis que tout le monde qui était à ce carrefour, ils se sont rués pour m'aider. Immédiatement, non, il y a un médecin là dans le quartier, les jeunes du quartier qui m'ont emmené chez le médecin. Il ne m'a pas demandé, tu as de l'argent, ce qui va venir payer. Ils m'ont traité là pendant une semaine. Et pendant ce temps, tous mes camarades de classe, un à un, passaient à l'hôpital avec les cours pour que je ne manque rien. Ah, mais j'ai jamais vu ce genre de support et de solidarité. Et ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, oh my gosh, il faut que je m'achète un terrain ici. Maman, je m'établis. J'imagine. Et qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis? Qu'est-ce qui vous a fait déménager de la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Oh là là, c'est une longue histoire. En fait, j'accompagnais un cousin pour l'interview. Et à l'époque, j'ai pris un congé quand il y avait la guerre civile, malheureusement, en Côte d'Ivoire, pour aller visiter les parents qui étaient à l'époque aussi au Gabon. Alors, je suis descendue au Gabon pour les visiter. Il y avait un cousin qui était dans le processus pour venir ici aux États-Unis. Entre-temps, vraiment, les choses de ma vie, c'est bizarre. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je me rappelle, on était en train de blaguer avec des amis et je leur disais, attendez, moi j'irai à Miami un jour, vous allez me voir à la télé, voilà, Marie à Miami Beach en train de se la couler douce. Ils ont dit, oh, mais celle-là, elle rêve trop, hein. Et donc on a rigolé comme ça dans la blague. Mais cet été-là, je suis allée voir les parents et un cousin qui s'emmenait ici aux États-Unis pour faire ses études. Alors, son papa m'avait demandé de l'accompagner à l'ambassade. Parce que moi, je m'intéressais tellement aux langues. Et la langue anglaise était l'une de ces langues-là. J'avais fait même MC pour toutes les écoles PJ en Côte d'Ivoire. Et je l'avais fait en français et en anglais parce qu'on avait des consuls et l'ambassade américaine. Et puis, il y avait un programme d'études anglo-américano-ivoirien. Et donc, ils avaient invité toutes ces personnalités-là, mais qui parlaient anglais. Donc, j'avais fait la présentation en français et en anglais de l'événement. Donc, depuis, tout le monde, ok, tu as besoin d'une traduction en anglais ou quelqu'un qui se défend un peu, on appelle Marie. On appelle Marie. Donc, je suis partie à l'interview avec lui. On a eu tellement a good time avec celui qui interviewait, qu'il a dit, mais toi aussi tu veux partir? Je dis, non, j'accompagne mon cousin. Il dit, mais il faut avoir son passeport pour rentrer là. Donc, j'avais mon passeport. Il a dit, ok, visa. Wow. What? Le visa que les gens cherchent fatigués là. Tu vois un peu. C'est ça que tu as eu toi comme ça. Ah oui, j'arrive à la maison, je dis à mon papa, écoute, on m'a mis le visa dans le... Il m'a dit, oh my God. Le pauvre ne peut pas envoyer son enfant aux États-Unis. Mais bizarrement, il s'est débrouillé. C'est bien. Il a pris un prêt et... C'est les choses de Dieu, ça. C'est les choses de Dieu, je t'assure. Wow. Quand j'y pense, je me dis, mais putain, what? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était tous comme un rêve. Hein. Du voyage, de... Everything was... C'était comme un rêve. Waouh, c'est le destin. C'était vraiment le destin. Waouh. Boum, mais quand j'arrive, maintenant la dèche. Tu es arrivé où? Dans quel Je suis arrivée dans l'état d'Utah.
Oh, Utah? Yeah. Wow! C'est pas du jeu. Dans le froid, froid. Dans le froid, froid, la neige même te regarde. Mais Wow. c'est soit la neige, soit les montagnes neigeuses. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Tu as fait combien de temps à Utah? Oh, longtemps. Pratiquement 10 ans, hein? Wow. 10 ans, 9 ans. Et qu'est-ce que tu faisais à Utah? Étudier. Étudier, continuer à étudier. J'ai étudié, j'ai travaillé pour American Express, Zengo, Intercontinental Hotel Group, tout ça pas à cause des langues. Des langues, oui. Donc toi, tu as un don pour les langues. J'adore les langues, j'adore les gens. Yeah. Et quand je les entends parler leur langue, I'm like, oh my God. Yeah. Donc après Utah, tu es venu ici à Atlanta? Non, après Utah, je suis allée à Iowa. Ok. Tu as rencontré ton mari où? À Utah ou à Iowa. À Iowa. À Iowa. Yeah. Je pense que j'ai fait un détour là juste pour le rencontrer. Parce que franchement, c'est un autre État, hein? Un autre pays aussi aux États-Unis. Vous voyez, c'est vraiment le froid. J'ai laissé le froid pour aller à un froid encore plus rigide. Plus rigide. Ouais. La neige à Utah, c'est un peu, comment on dit ça, powdery. C'est très léger en fait. Ouais. Vous pouvez conduire là sans problème. Mais la neige à Iowa, c'est le genre icy, le glaçon, ça glisse lorsqu'il neige, plein d'accidents. Yeah, c'est plus dangereux ça. Yeah. Et vous êtes venus tous les deux à Atlanta. Oui. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu faisais comme boulot? C'était pas encore l'immobilier? J'ai commencé l'immobilier à Iowa. J'ai fait un bootcamp en 2009. C'est vraiment ce qui a démarqué en fait ma connaissance dans le domaine de l'immobilier. 2009, il y avait un jeune homme qui a débuté les séries qui sont maintenant connues comme reality TV. Oh yeah. Si tu as entendu parler de Armando Montelego, c'était un gars qui était super connu pour Flip This House. Oh yeah, c'est le moment où les gens flippaient de gauche à droite. Donc, pour ceux qui ne savent pas, flipper, c'est prendre une maison qui est pas en très bon état, l'acheter, le refaire et le revendre pour plus. Revendre, c'est ça. Il y a un moment où les gens se faisaient des millions dans le flip. Ouais, des millions. Un deal, un quart de million. Yeah. Un seul deal. Yeah, parce que tu achètes la maison à un très bon prix. Très bon prix. Et tu le refais, tu mets un peu d'argent et puis tu le revends. C'est fini. C'était vraiment lucratif. Oui, alors pour vraiment apprendre tous les détails, comment ça se fait, comment tu revends et comment tu finances, j'ai pris un bootcamp ou un cursus, un curriculum un peu accéléré. Voilà, c'est ça, bootcamp. Hein? Yeah. Et je suis partie en Californie, sur les lieux, là où ils télévisaient. Faisaient les shows. Voilà, comment identifier les maisons, où tu t'arrêtes, comment identifier le neighborhood, décider dans quel neighborhood investir, et le quartier et tout ça. Wow. Donc là, j'étais déjà intéressée. Tes premiers pas dans le... J'ai perdu 15 000 $ à l'école de ce monsieur, je t'assure, et maintenant je rentre. Mais c'est pas perdu, c'est de l'investissement. C'est pas perdu parce que ouais, ça m'aide. Ça m'a aidé quand j'ai rencontré mon mari qui était flipper. Ok, lui aussi il flippait les houses. Il flippait les houses. Oh wow. Alors quand on s'est rencontrés, il me dit mais ok, on est en train de causer. Il dit mais putain, j'ai besoin d'aide. Et donc je lui explique un peu comment ça se fait, je lui donne un peu mon apport. Et c'était le deal sur lequel il a fait le plus d'argent. Wow. Alors il a dit, mais putain, j'ai investi dans cette affaire depuis 7 ans, mais je n'ai jamais vu un tel profit. Wow. Alors, pourquoi est-ce que tu ne vas pas prendre ta licence pour m'aider jusqu'au bout à remettre les propriétés sur le marché? Wow. À peu près combien il a fait comme deal dans ce truc-là? 250 000 plus. Wow, dollars. Yeah. C'est beaucoup d'argent. Yeah. Yeah. Un deal. Et c'était 2 maisons, là, l'une à côté de l'autre. Wow. Donc, un seul, 250, l'autre, on l'a laissé comme investissement. Investissement pour que ça grandisse et que ça fait plus d'argent. C'est ça. Wow. Et après ça, qu'est-ce que vous a amené sur Atlanta? Atlanta, c'est une longue histoire. D'abord, Iowa, j'aime bien l'État. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de diversité. On était venus en vacances à Atlanta et mon fils avait 8 ans à l'époque. Okay. Et il était complètement différent. C'est comme si on observait un jeune homme. Il est pourtant timide, hein? Les gens timides à Iowa et tout. Mais quand il vient à Atlanta, il est
comment on dit, outspoken. Il sort de sa coquille. Il sort de sa coquille, commence à causer, à engager les gens. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai remarqué, mais bon, tu te dis, bon, c'est les vacances, il est content. Mais non, mon mari dit, non. These kids, ces enfants-là, ils sont en train de réagir différemment. On va les faire asseoir, on va leur demander ce qui se passe. Et il n'a pas pu verbaliser sur le champ. Il m'a dit, je sais pas, je me sens vue ici. Ouais. I feel seen. Ok. Je me sens vue, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je sais pas, les gens te parlent, les gens t'adressent, je me sens bien ici. Ouais. Ok. On arrive, on retourne à la maison, à Iowa à l'époque. On arrive à l'aéroport, ils voient un monsieur en train de pousser les sacs et de sortir des gros colis là. Et c'est le seul noir dans l'aéroport. Wow. Alors il dit, bon, c'est ça. Quand je te dis je me sens vue, c'est ça. En fait, je me sens pas comme si je suis en bas de l'échelon à Atlanta. Wow. Mais ici, je me sens comme rien. Wow. J'ai dit quoi? C'est deep pour un enfant de 8 ans. J'ai dit quoi? Comme rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit non, mais regarde. Regarde quelqu'un qui nous ressemble. À part toi, je ne vois personne autour de nous qui est accompli. Yeah, auquel il peut s'identifier. Voilà. Yeah. Quelqu'un de... Wow. Alors, ça, les millions ne valent rien si nos enfants n'ont pas... Ne se sentent pas à l'aise là où ils sont. Non. Wow. Donc, je me suis dit... On bouge. On bouge, yeah. On recommence. Wow. Mais c'est profond pour un enfant de 8 ans, c'est quand même... il a pu très bien verbaliser ses sentiments. Et pour la petite histoire, c'était encore plus grave parce que sa sœur est plus âgée que lui. Elle garde. Elle garde pour elle. Le genre, elle garde tout. Et on était venus faire un petit tour encore et genre explorer, chercher des maisons, visiter les endroits pour avoir une idée d'où se positionner. Ouais. Et quand on n'a pas trouvé la maison qu'on désirait au premier tour, j'ai dit bon, on va rentrer à Iowa, on va revoir les choses et puis on reviendra après. Elle a commencé à pleurer là. Oh, wow. Pleurer d'une manière, c'est pas pleurer genre les caprices, pleurer d'une manière profonde, pleurer avec le cœur. Vraiment. Wow. Et j'ai dit, mais je me suis arrêtée, j'ai arrêté la voiture, qu'est-ce qui se passe? Et que son frère qui commence à me dire des choses, écoute, Dominique, on lui dit des choses à l'école, mais elle garde, elle veut pas vous chagriner. Oh, que tu es imparfaite parce que tu es noire. Tu es ceci parce que tu es noire, tu peux pas jouer avec nous. Donc, elle avait... c'est le genre d'enfant qui garde pour elle, elle ne peut pas te chagriner. Donc, elle vraiment, elle veut pas retourner. Waouh. J'ai dit, waouh. Allez, on trouve quelque chose, on trouve une maison. Voilà. Et vous êtes à Atlanta depuis combien d'années? Depuis 3 ans déjà. Depuis 3 ans. Ouais, c'est vrai qu'Atlanta, quand même, quoi qu'on dise, c'est la diversité. C'est vraiment la diversité. Comme on dit que c'est la Mecque pour les Noirs. C'est vrai. Là, tu te sens chez toi. En plus, tu te sens chez toi. That's the Mecca for black people. That's good. Et dès que tu es arrivé là, tu as commencé à être dans l'immobilier? J'ai commencé dans l'immobilier immédiatement. J'ai pensé à prendre un boulot, histoire de me reconstruire un network et all that. Mais bizarrement, mes clients de Iowa, de Nebraska, de Illinois, ils ont commencé à me contacter. Oh Marie, j'ai vu que tu es déménagée à Atlanta, j'ai la famille à Atlanta, tu vas les aider avec la maison. Oh, ok, wow, what? Ils dit oui. Oh, j'ai des amis ici dans telle ville, est-ce que c'est proche de toi? Ils ont besoin d'acheter une maison et jusque-là, ils avaient de très mauvaises expériences avec leur argent. Est-ce que tu pourrais les aider? Allez, so 1, 2, 3. De bouche à oreille. Bouche à oreille. Wow. Et tes clients, la plupart sont des Africains, ou bien ce sont des Américains, ou bien ce sont des étrangers? C'est vraiment un mix. Je dois dire 60% sont des Africains, 40%, 30% sont des Latinos, et 10%, un peu tout. Un peu tout. Et c'est des gens qui sont déjà ici, ou bien des gens qui relocate, qui viennent d'une autre ville? Les deux. Les deux. Ce sont souvent des gens qui sont déjà ici. Mais je vais dire que la spécialité, ayant relocate moi-même, j'arrive plus à aider ceux qui sont dans un autre état, qui veulent faire la transition et qui ne savent pas trop comment le faire. Donc tu aides les gens à relocate. Voilà.
Et comment est le market, le marché des maisons maintenant? C'est chaud. Parce que hier, je regardais, on dit que c'est chaud, hein, ça monte, c'est chaud. très chaud. C'est très chaud. Ouais. Lorsque, disons ceci, lorsque la maison est dans un bon endroit, et les deux critères à regarder, c'est l'école. L'école, oui. School ratings ou l'école, très important. Lorsque vous avez cette combinaison avec une maison qui est bien retapée, genre futuriste, HDTV comme on dit, c'est parti, plusieurs offres en même temps. Alors s'il y a des petites choses à réparer, là vous allez voir peut-être 10 jours à 20 jours sur le marché. Mais au-delà de ça, ça part. Very fast. Est-ce que c'est toujours a good idea to relocate? Ça augmente un peu partout. Ça dépend de là où vous êtes. Si vous êtes dans le Midwest ou bien vous êtes dans des États où, à cause du climat, à cause des restrictions dans le domaine de l'industrie dans lequel vous pouvez travailler, it's a very good idea to relocate. To relocate. And Atlanta is still a good... C'est toujours un bon endroit pour relocate. 4 choses qui nous arrangent ici. Numéro 1, nous n'avons pas le climat très sévère comme la neige et tout ça. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'ouragan extrême, même si on a un petit tornado, ce n'est pas quelque chose qui vous détruit entièrement les propriétés. Ce qui fait que, bien que l'assurance soit montée un peu partout, dans les 50 États, ici, relativement, c'est toujours plus bas. C'est toujours plus bas. Ça, c'est number 1. Number 2, nous avons beaucoup d'industries ici. Vous êtes dans le healthcare, the largest domaine de santé. Les employeurs dans le domaine de santé se trouvent ici. Vous êtes dans le tech, the largest se trouve ici. Google, Amazon, tous ceux-là, ils ont des fulfillment centers ou des bases des offices ici. Delta a sa base ici. American Airlines, Coca-Cola a sa base. Donc, on a une variété d'industries et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres industries qui sont aussi établies et ici. Même le film maintenant, donc toute la Californie, en ce moment, est en train de regarder, écoutez, 2 millions pour 3 chambres ou bien 500 000 pour une maison entière avec de l'espace. Alors, we have too many things. We have too many things, so it's still working. It's still working. Now the houses on ne nous donne même plus tellement d'espace. Mais c'est toujours plus grand comparativement au reste des territoires. Franchement, si quelqu'un se dit « je ne veux pas acheter une maison parce que le prix est ridicule », qu'ils attendent 5 ans, ils vont oublier. Ils vont oublier, ça va être encore pire. Encore pire. Ça monte et ça ne va pas redescendre. Non. Donc, pour l'instant, pour toi, tu penses que le marché là, c'est le marché des acheteurs ou des vendeurs? Pour la première fois, nous sommes plus dans un marché balancé. Balancé. Ce n'est pas un marché d'acheteurs, ce n'est pas un marché de vendeurs non plus. C'est plutôt, il y a une balance. Alors, la possibilité, les vendeurs cependant ont toujours la possibilité de négocier. Parce qu'il n'y a pas tellement de personnes qui se ruent vers l'achat en ce moment parce qu'ils sont distraits avec les news qui disent « Oh, this is the highest rate we've ever had ». Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, avant 2019, les taux étaient déjà à 6%. Donc, de quoi ils parlent? Les interest rates. Mais on dit que ça monte. Mais il y avait des prédictions qui disaient qu'en 2022, ça allait descendre, mais ce n'est pas descendu. C'est pas descendu. Et c'est toujours pas descendu. C'est toujours pas descendu. Comment ils vont descendre? Il y a des gens, je te dis que dans ce marché d'achat, il y a des gens qui déposent 50, 100, 200, 300, 400, 500 000 pour acheter une maison. Donc, jusqu'à ce que le cash soit entièrement asphyxié de cette économie, I don't see why. Je ne vois pas pourquoi ils vont descendre les intérêts. Descendre les intérêts. Maintenant, disons pour la communauté africaine, vous pensez que c'est une bonne idée? Parce que je vois beaucoup d'Africains qui décident d'aller acheter des maisons dans leur pays d'origine, au lieu d'acheter des maisons là où ils vivent aux États-Unis. Mon sujet favori. Il faut qu'on parle à nos gens. Je pense que c'est un manque d'éducation.
Et quand je dis manque d'éducation, bon, c'est pas pour insulter, non. Nous sommes des gens très intelligents. Mais éducation financière. Éducation financière, éducation sur le système américain. Parce qu'on se dit, on est toujours dans la pensée originelle de on achète une brique aujourd'hui, on achète un sac de ciment aujourd'hui, on se fait 10 briques et on attend. On attend au fur et à mesure, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent ici aux États-Unis. Tout est sur le crédit. Tout est sur le prêt. Donc, vous pouvez vous acheter un bien immobilier ici qui, imaginez, 2019, vous avez acheté un bien ici, à Atlanta, dans les environs de 200 000, 250 000. Ce bien immobilier vaut le double. Ça, c'est bien vrai. Clair. Il n'y a pas de dispute là-dessus. Ça vaut le double. Alors, imaginez que vous ayez une propriété pareille, que vous avez déjà réduit à plus en deçà de 100 000. Et que maintenant, vous allez vers une banque qui voit que vous asseyez sur un bien qui vaut un demi-million. Ils sont prêts à vous emprunter de l'argent. Ça, c'est vrai. À vous prêter de l'argent. Oui, oui. On reçoit des invitations tous les jours. 500 000, 0% d'intérêt pour vous. 500 000, 4% d'intérêt. Tout ça pour collatéraliser votre bien immobilier. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais perdre. Ils vont jamais perdre. Ils peuvent prendre ta maison, et le revendre pour des millions dans le futur. Donc, c'est un bien qu'ils veulent. Alors, les personnes qui ont ce genre de bien, imaginez que vous avez acheté 2 maisons comme ça. 200 000, 200 000. Aujourd'hui, vous êtes millionnaire. Parce que vous avez 1 million déjà en revenu total basé sur votre maison. Basé sur ça, une banque regarde votre profil, votre position financière et ils disent, mais cette personne a un bien qui vaut 1 million de dollars. Si on veut lui emprunter ou lui prêter de l'argent pour aller faire un business en Afrique, on peut te donner 80% de ça. C'est 800 000 cash. Ou on te donne un chèque comme ça, 800 000 cash. Va faire ce que tu veux. Attends, tu peux t'acheter une maison déjà en Afrique ou bien te taper une maison en quelques mois, prendre des ingénieurs et donc, voilà. Si j'ai bien compris, en fait, it makes sense. C'est juste common sense. Tu achètes une maison ici et cette maison va te construire ta maison en Afrique. Parce que tu pourras emprunter de l'argent sur cette maison. Pour construire ta maison en Afrique. Exactement. Et le cash. Au lieu d'économiser, de travailler, économiser. Et ça va lentement. Et ça crée d'autres problèmes au niveau de nos familles qui pensent que on est dans l'Eldorado et que l'argent coule et qu'ils peuvent se permettre de gaspiller ça n'importe comment. Et voilà, ça réduit le temps en fait. Moi, j'ai eu des clients au début de ma carrière qui ont, des Africains, qui ont acheté ici à l'époque dans les années 2004. Ils ont revendu leur propriété dans les années 2020. Ils ont fait plus de 500 000 dollars. Ils ont utilisé seulement la moitié pour se prendre un autre bien immobilier qui vaut le double de ça. Maintenant, ils sont assis, ils ont triplé leur pouvoir d'achat et ils ont toujours ce cash-là pour aller se taper un petit 3 chambres, 2 douches en Afrique pour prendre leur retraite, si on le veut, sans avoir à stresser. Vous voyez, il y a plein d'autres choses à faire, Nafi. Et puis, en dehors de la maison. Il y a les Airbnb. Qui est un très bon investissement. J'ai vu des gens qui se font des millions avec les Airbnb. Des gens qui se font 4 à 5 000 dollars que tu te fais en allant travailler pendant 8 heures par jour. Ils le font en un mois. En un mois, Basé sur ça. J'ai vu une fille de 20 ans. Elle a network, après ses intérêts, tout ça, elle a 2 millions. Juste par les Airbnb. 2 millions de dollars. Et en plus de ça, il y a des façons d'acheter des propriétés ici même aux États-Unis qui n'engagent pas toujours un down payment. Il y a quelque chose que nous, les Africains, on n'utilise pas souvent, que vous allez voir nos compatriotes, les Indiens, les Arabes le font couramment, c'est de s'acheter des policies, des insurance policies, qui ne sont pas des term insurance, vous voyez? Oh, tu dois m'expliquer ça un peu plus. Comment ça? C'est quoi ça? Ah, ma chère. J'ai un jeune homme de 25 ans, petit Indien, tranquille, vient de s'acheter un immeuble comme un strip mall de 5 millions de dollars
Tout simplement en déposant quelque chose qui vaut aux yeux de la banque 1 million de dollars. Et tout ce qu'il a fait, c'est d'acheter ce insurance policy où il paye environ 1200 par mois là-dessus. Et ces 1200 là vont dans un compte d'épargne, mais la valeur du portfolio est 1 million. C'est comme la maison. C'est comme la maison. Donc, au lieu de déposer une maison comme collatérale, il a fait une assignation. Mais c'est quel genre d'assurance? C'est un life insurance. Oh, life insurance. Cash value life insurance policy. Wow. C'est tout. Il y a un formulaire qu'on remplit qu'ils appellent collateral assignment. Vous remplissez ça, vous donnez ça à la banque et la banque garde ça comme down payment. Wow. Parce qu'ils savent que la valeur de ce bien-là, c'est un bien aussi. Wow. Bien que tu ne peux pas aller le toucher comme ça, c'est un document que tu reçois, mais c'est un bien. Vous voyez? Donc on est là, on souffre comme ça. Mais il nous faut une éducation. Non, une éducation sur ça. Et ma chère, en parlant de ça, je me suis dit, écoute, il y a un groupe, j'ai une entreprise que je suis en train de restructurer en ce moment. L'entreprise, le nom de l'entreprise, c'est Assiri Consortium. Et je veux m'assurer que nous, les Africains, nous profitons de tous les systèmes qui sont en place dans ce pays. Parce que les autres le font. Les autres le font. Les Espagnols, les Indiens. Les Indiens le font. Les Pakistanais même n'en parlons pas. Vous voyez tous les commercial space qu'ils ont ici. Tous les commercial space qu'ils ont, c'est pas du cash qu'ils ont déposé. Wow. On se dit, oh non, ils se mettent tous ensemble, ils mettent de l'argent. C'est une partie. Mais cet argent est mis en jeu pour s'acheter un bien qui en vaut plus de 5 fois l'investissement initial, que maintenant ils utilisent pour acheter encore un autre bien qui vaut plus que ça. Wow. It's all a net worth game. Yeah, parce que nous, je ne crois pas que la communauté africaine soit éduquée et connaisse les loopholes qu'on peut utiliser pour... Exactement pas. Wow. So, it's time. Yeah, it is time. It's time. On ne peut pas tout le temps... ça va changer après. Voilà, ça change. By the time tout le monde commence à connaître le truc, parce que tu entends des nicknames and words thrown here on TikTok, left and right, mais nobody is explaining. Yeah. Et les gens prennent avantage de ça. Et quand nous, on est maintenant, on prend conscience, les bénéfices, là, ne seront plus disponibles. Bien sûr. Bien sûr, it's grandfather, mais grandfather pour ceux qui ont déjà pris. Yeah. So, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, home ownership, avoir une maison, c'est un buzz. Ce n'est que le début. Et ça doit se faire. Ça doit se faire. Il n'y a pas de raison de louer. Ce n'est pas une option de louer. Ce n'est pas une option de louer, en fait. On jette l'argent tout le temps, on dit non, c'est moins cher, mais tu es en train de payer le mortgage de quelqu'un. Tu penses que lui, il est en train de faire une charité en te laissant dans sa maison, mais non. Ils ont déjà factorisé le coût des réparations, le coût de la taxe, les intérêts qu'ils payent, les impôts, pardon. Tout est factorisé. Si vous êtes en train de payer un loyer bas, chances are, le propriétaire est en train de faire 2 fois ce montant. Wow. C'est ça. Donc, c'est vraiment une éducation qu'il faut à la communauté africaine. C'est trop nécessaire. Parfois, je me tire les cheveux là. Oh my God, my people, get in the game. Yeah, definitely get in the game. Yeah. Et en tant que realtor, est-ce que vous aussi vous arrivez à vous en sortir? Parce que j'ai vu des noms que tu as posés là dans les... La femme là se fait de l'argent. Oh wow. Ouais, c'est pour ça que we make money for sure. Mais nous payons aussi beaucoup de frais. L'immobilier is one of those things. Tu dois avoir de l'argent pour play the game. Et si tu l'as pas, you finished. You finished. Et c'est pas tout le monde aussi, ça dépend de ton aussi. Network, de ta personnalité, de combien de maisons tu vends et tout ça. Et puis, il faut travailler aussi beaucoup. Il faut beaucoup travailler. Networking. Parfois, c'est 8h à 12h. Ça ne s'arrête pas. À moins que tu veux vendre 2 maisons par an, là, ça va. Il y a des agents aussi qui ont la licence, qui vendent 1 ou 2 maisons par année, et puis ils sont contents. Mais ça dépend si tu vends des maisons de 2 à 3 millions. Oui, 2 à 3 millions, mais toujours, c'est pas suffisant c'est pas pour suffisant, maintenir une licence.
Franchement, parce que moi, j'ai fait le calcul du point de vue comptabilité. Il faut au moins 2 maisons à un minimum de 500 000, prix minimum de 500 000 par mois pendant 12 mois pour break even. Yeah. Wow. Yeah. Donc, si tu as vendu plus de 2, on average, alors là, tu peux te, count that you're doing something. You're doing something. Sinon, avec les 2 maisons, you are environ 54 000 à 60 000 par an, c'est pas beaucoup. Pour tout le travail. S'il y a des jeunes qui veulent entrer dans ça, dans l'immobilier, quel conseil vous allez leur donner? Contactez Marie. Non, parce qu'il faut plus de gens. Il faut plus de gens. Parfois, je suis en train de courir ici, j'ai un showing là-bas, mais j'ai pas le temps. Le marché vient, mais il n'y a pas le temps de satisfaire tout le monde. Donc, s'il y a des jeunes qui sont intéressés à rentrer dans l'immobilier, au lieu d'avoir à chercher leur propre clientèle et build leur, comment on appelle ça, leur portfolio, ils peuvent plug in and play, and learn, and get coaching. Franchement, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Est-ce que c'est difficile d'avoir la licence? Moi, je ne trouve pas que c'est difficile, mais il y a certaines personnes qui disent que le test est challenging. C'est vrai, c'est challenging, mais c'est juste l'application. C'est comme toute chose. Tu t'appliques, tu étudies, tu es assidu, tu vas avoir la licence. Tu vas avoir la licence. Et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. C'est juste le commencement. Maintenant, il faut maintenir l'éducation. On a des continuing education, comme ça se dit. Comment ça se dit en français encore? Des cours qu'il faut prendre fréquemment pour maintenir la licence. Des certificats. Voilà. Voilà. Et puis, en dehors de ça, nous avons aussi, si vous choisissez une spécialité, écoute, il faut être capable de conseiller les gens par rapport à les impôts sur les propriétés, comment comptabiliser les taux d'intérêt. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont chez le cousin ou le frère à côté pour faire les taxes et puis ils disent que l'achat d'une maison n'a rien changé dans ma préparation de taxes. It's not true. C'est parce qu'ils n'ont pas bien fait. Parce que s'ils ont bien fait, les impôts et les intérêts sont une réduction en quelque sorte en fin de compte. Donc vous devriez en fait recevoir plus ou avoir moins à payer. Si le calcul est bien fait. Donc tout ça, ce sont des connaissances qu'il faut avoir pour aider tes clients à avoir une connaissance un peu plus approfondie et les aider. Moi, je me dis, c'est pas juste une transaction, je vous vends une maison et puis on s'en va. C'est une transaction, mon désir à ce niveau-là, ce n'est plus seulement d'acheter ou d'aider à vendre. C'est vraiment de monter tout un portfolio pour mes clients, pour les positionner de telle sorte qu'ils sont prêts pour la retraite, ils sont prêts pour envoyer leurs enfants à l'école, ils sont prêts pour... The sky is the limit. Mais jouons seulement sur 1 ou 2, 3 biens immobiliers, dépendamment de leurs besoins. Ok Marie, donc vraiment c'était un plaisir de t'avoir. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on fasse un autre pour parler exactement de ces trucs d'assurance et tout ça parce que c'est très très intéressant. À tout moment.